petit velours sûrement de se faire appeler député de Portneuf à l'Assemblée nationale? D'abord, bonsoir M. Beausoleil. Oui, en effet, mais ça c'est quelque chose d'assez particulier à vivre. Hein. Je suis quelqu'un de très humble dans la vie et depuis quelques jours maintenant, de me faire appeler Monsieur le député, c'est quelque chose. Mais j'endosse petit à petit ces habits. Ouais. J'ai bien hâte de me mettre au travail, mais bien entendu, je suis heureux de ce résultat parce que c'est assez flamboyant, j'allais dire. Mais je pense que le travail y est pour quelque chose. Le programme que nous avons présenté à la Coalition Avenir Québec, associé à une bonne présence sur le terrain, eh bien, ont donné le résultat que vous avez décrit il y a quelques instants. Oui. À Pont-Rouge, vendredi dernier, les dirigeants de la ville et leurs partenaires ont inauguré 2 équipements de loisirs destinés aux jeunes et aux familles, un pump track d'environ 200 mètres et un circuit de vélo de montagne en milieu urbain de quelques 3,5 km. Ces équipements, qui peuvent être utilisés durant 3 saisons, s'ajoutent au skatepark qui a été inauguré l'an dernier à l'espace 360 qui se situe entre le centre récréatif Joël Junot, l'Arena en fait, et le complexe Hugues-Lavallée qui abrite entre autres la piscine. La conseillère à la ville de Pont-Rouge, Guylaine Charret, nous donne plus de détails sur le pump track. Cette piste de pompe d'une longueur de 200 mètres environ, qui vous est présentée aujourd'hui, est asphaltée de façon à accueillir tout ce qui roule, ou presque. Ouverte aux jeunes et aux petits, elle conjugue courbes surélevées et bosses arrondies. Alors, son parcours peut être franchi en générant de la vitesse sans pédaler. Moi, c'est parfait pour moi, ça. L'expérience procure aux usagers une sensation de montagne russe, recherchée et appréciée. Vous avez procédé à l'achat de nouveaux camions, en fait. Parlez-nous un peu de ces investissements. Il faut dire que c'est des nouveaux camions, oui, mais en remplacement d'anciens camions. Le véhicule, au fond, le véhicule d'élévation remplace une autre échelle qui datait de 1976, qui a été cédée au Collège Notre-Dame-de-Foix pour la formation des jeunes pompiers. Remplacé par un véhicule usagé de l'année 2000, mais très peu utilisé, vient des États-Unis, qui nous rend les besoins, les services dont on a besoin ici dans nos 3 villes, une échelle de 105 pieds à sa pleine extension en acier, avec une cabine d'équipe prête à répondre à ces différents types d'interventions, sauvetage, incendie ou autres. Le véhicule est muni d'une colonne d'eau, qu'on appelle, donc est capable d'avoir un jet moniteur sur le plan de l'échelle en haut pour l'application d'eau au toit ou en protection. Oui. Par la suite, derrière moi, le véhicule mini-pompe qui remplace un ancien F350 du début des années 80 qui répondait plus aux normes d'aujourd'hui. Donc, on a acquis un véhicule 4 roues motrices avec une capacité d'eau de 650 gallons à l'intérieur pour nos risques spécifiques où on n'a pas de couverture en eau. Véhicule 4 roues motrices avec une pompe à haute pression qui est assez nouveau aussi, qui nous permet une économie d'eau d'à peu près 50 % pour la même intervention qu'une pompe conventionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pompe à haute pression offre aussi le conventionnel. Donc, je peux avoir du volume et du débit. À Ville de Portneuf, ce lundi matin, 15 octobre, les élus municipaux, les dirigeants de l'organisme Triport Portneuf ont dressé un bilan de l'avancement des travaux de réaménagement de l'ancienne caserne des pompiers et le retour au boulot de la quinzaine de travailleurs. Triport Portneuf est une entreprise d'économie sociale œuvrant dans le recyclage du bois et offre un plateau de travail à une quinzaine de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou atteinte du trouble envahissant du développement. Il faut rappeler que l'organisme avait pignon sur la rue Notre-Dame à Donnacona avant qu'un incendie majeur, le 2 janvier 2018, mette fin à ses opérations. Le feu avait pris naissance dans le dépanneur du même édifice. Le maire de la ville de Portneuf et un conseiller, Mario Alain et Marc Rivard, ont entrepris des démarches pour les soutenir dans cette épreuve et leur offrir l'ancienne caserne qui n'était plus utile dans le cadre du nouveau schéma de couverture de protection des incendies de la MRC de Portneuf. Ce mercredi 17 octobre, à Pont-Rouge, les dirigeants, employés et des élus
ont procédé à l'inauguration officielle des bureaux de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf qui sont aménagés à Place Saint-Louis. L'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf est le regroupement de 12 offices municipaux d'habitation de la MRC de Port-Neuf et de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. La nouvelle entité a été créée officiellement le 1er janvier 2018. On compte 557 logements répartis dans 37 immeubles publics et privés. On retrouve 6 employés au siège social et une trentaine de concierges assurent l'entretien des lieux. Pour plus de détails, nous accueillons en studio le président de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Il est aussi conseiller à la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, M. Claude Phaneuf. Bonsoir, M. Phaneuf. Bonsoir, M. Beausoleil. Merci d'être avec nous en studio. Ça me fait plaisir. Inauguration, finalement, après 10 mois, en fait, d'organisation et tout ça, ça va bien depuis le regroupement? Oui, ça va très bien. On vous laisse donner un certain temps de rodage avant de lancer l'information dans la population. Alors, il y a eu du rodage à faire, il y a eu des installations à faire, mais actuellement, on est enchanté des résultats grâce à l'équipe en place. Oui, donc ça a valu la peine, ce regroupement? Oui. Il y avait eu des doutes au début. L'année passée, quelques personnes qui avaient soumis des doutes à l'effet du manque de proximité que ça entraînerait pour les locataires. Quelqu'un qui est loin de Pont-Rouge peut dire « je suis loin, je suis orphelin, personne ne va s'occuper de moi ». Alors, c'est pas ça qui se passe et c'est pas le son de cloche qu'on a. On n'est jamais plus loin que le téléphone. Ouais. Mais le fait d'avoir une équipe permanente, ça nous aide à mieux répondre aux besoins. Dans plusieurs OMH, dans le passé, il y avait un directeur à temps partiel, 20 heures semaine, 5 heures semaine, 10 heures semaine, tout dépendant, et un concierge qui passait peut-être une fois par semaine. Actuellement, on a un directeur général, une directrice générale, je devrais dire, permanente. On a un responsable des bâtiments permanents. Alors, ils peuvent, aussitôt qu'il y a un appel, tout peut se faire rapidement et on a un service d'appel 24 heures. Un complexe de santé de 30 000 pieds carrés sur 3 paliers verra le jour à Donnacona à l'automne 2019 sur un terrain de la route 138 entre le magasin Tigre Géant et la succursale de la Société des alcools du Québec, la SAQ. Le début des travaux est prévu au printemps prochain. Le groupe de médecins, spécialistes, infirmières ainsi que tout le personnel du centre médical actuel, aussi situé sur la route 138 à Donnacona, déménageront dans ces nouveaux locaux de 10 000 pieds carrés au lieu des 6 000 pieds carrés actuels. Les aires de stationnement autour du nouveau complexe seront plus grands et l'accès plus sécuritaire. Ce projet, évalué à 5,5 millions de dollars, a été annoncé ce mercredi après-midi sous l'attente par le groupe promoteur et gestionnaire Medway en collaboration avec la ville de Donnacona et Gestion Santé secteur sud-est de Port-Neuf, l'organisme qui gère la clinique médicale actuelle depuis sa création à Donnacona en 2005. Il s'agit du 7e projet du genre par le groupe Medway dans la grande région de Québec et la Rive-Sud, dont sa dernière réalisation, un complexe santé sur la côte de Beaupré. Medway développe la grande région de Québec depuis 5 ans. Il s'agit en quelque sorte d'un partenariat entre le secteur privé et public. La gestion appartient au privé, mais les services de soins de santé sont défrayés par le régime d'assurance maladie du Québec. Écoutons le président du groupe Medway, Yann Boudreau. On s'entend, c'est des cliniques médicales publiques, avec des médecins de famille, avec des cartes RAMQ. Les infrastructures sont privées, mais c'est des cliniques médicales publiques. On a le Donnacona va être notre 7e clinique médicale dans la grande région de Québec. Nous autres, on s'occupe, dans le fond, de tout ce qui est gestion de la clinique pour que les médecins se consacrent le plus possible à ce que, souvent, ils veulent faire et ils sont bons, qui est voir le patient. Donc, on s'occupe du personnel, des ressources humaines, des ressources financières, de la fourniture médicale, dans le fond, en collaboration avec le groupe de médecins. Les dirigeants bénévoles et partenaires de l'organisme d'aide aux familles Carrefour FM à Saint-Raymond ont inauguré le jeudi 1er novembre dernier leurs nouveaux locaux dans une maison située au 759 rue Saint-Cyril. L'acquisition de la maison et les rénovations nécessaires auront coûté près de 300 000 $, 225 000 pour l'achat.
Carrefour FM était locataire sur la rue Saint-Ignace à Saint-Raymond depuis 2007. Les espaces étaient rendus trop restreints, de même que les aires de stationnement. De plus, l'organisation a dû subir 2 inondations de la rivière Sainte-Anne, dont celle de 2014 et où les pertes ont été considérables. Le déménagement de la rue Saint-Ignace à la nouvelle résidence s'est déroulé en avril dernier. La Caisse des Jardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine a investi 30 000 $ au projet dans le cadre du Fonds d'aide au développement du milieu. La MRC de Portneuf, 18 000 la Ville de Saint-Raymond, 15 000 en plus d'aider financièrement l'organisme à chaque année. Centraide Québec Chaudière-Appalaches y contribue pour 15 000 et Home Depot Canada s'est impliqué dans les rénovations pour 10 000 $. De plus, 12 bénévoles ont cumulé plus de 275 heures de travaux, de peinture et différents donateurs ont aidé à meubler et à équiper les locaux, dont le SOS Accueil, Renault Compagnie, les services Technipro et le Canadian Tire. Des employés de l'aluminerie Alcoa de Deschambault ont aussi réalisé une corvée en juillet dernier pour aménager les aires extérieures dans le cadre du programme Action d'Alcoa. La mission première de Carrefour FM est d'accompagner et de soutenir les personnes dans leur démarche de reprise en main face à la rupture de leur projet familial. L'organisme existe depuis 1971 et offrait l'aide particulièrement aux veuves. Puis s'est ajouté un peu plus tard l'aide aux familles et aujourd'hui, on offre des services aux familles monoparentales, aux familles recomposées et aux personnes seules de tout le territoire de la MRC de Portneuf. Point de presse ce mercredi après-midi, les promoteurs d'un complexe de santé à Saint-Raymond, Castella Construction et Uniprix Marc Picard et Stéphanie Simard ont donné plus de détails sur l'ampleur du projet et souligné le chantier de construction par une pelletée de terre symbolique. Le complexe de santé de la Vallée et la clinique médicale de la Vallée verront le jour en 2019 au pied de la Côte-Joyeuse, au coin des rues Saint-Cyril et avenue Saint-Jacques, à l'entrée du centre-ville et abritera la pharmacie au rez-de-chaussée d'une superficie d'environ 10 000 pieds carrés, ainsi que différents spécialistes en soins de santé, dont des audioprothésistes et une clinique médicale composée d'au moins 6 médecins à l'étage. La construction et l'aménagement de l'édifice de 20 000 pieds carrés avec un ascenseur est évalué à environ 4 millions de $. Les promoteurs ont choisi de revêtir l'immeuble en briques rouges qui caractérisent le centre-ville de Saint-Raymond. La clinique médicale devrait ouvrir ses portes en mars 2019 et les quelques 65 employés de la pharmacie seront relocalisés au début de l'année 2020. Actuellement, 4 médecins, le doyen Jean Shields et 3 jeunes nouveaux médecins, Renaud Lambert-Julien, Kalilou Saint-Onge et Vincent Séguin, se sont engagés par un bail à pratiquer leur médecine, certains à temps partiel, dans ce nouveau complexe. Le docteur Jean Shields entend transférer ses équipements médicaux et informatiques actuels dans la future clinique médicale et une salle de chirurgie mineure pourrait être disponible aux médecins. On espère, à partir de ces nouvelles installations, attirer d'autres médecins et spécialistes pour compléter l'offre de services avec l'hôpital régional à Saint-Raymond. On souhaite aussi pallier au départ à la retraite, bientôt, de 5 médecins qui pratiquent à Saint-Raymond. Selon le maire Daniel Dion et aussi porte-parole du comité santé dans Portneuf, un nouveau médecin est attendu l'an prochain. Le dimanche 11 novembre dernier se tenaient 2 cérémonies dans Portneuf pour souligner la fin de la Première Guerre mondiale il y a 100 ans, l'armistice, et un hommage à tous ceux et celles qui sont morts au combat jusqu'à aujourd'hui pour préserver la paix dans le monde. Une cérémonie plus traditionnelle, selon l'éthique et le protocole de l'armée canadienne, se tenait devant le cénotaphe à Donnacona en avant-midi et une autre à l'église de Saint-Raymond en après-midi. Écoutons tout d'abord un petit montage de 2 minutes sur les moments les plus significatifs à Donnacona. Pas la dernière guerre que le monde ait connue. Chaque année, depuis, nous faisons une pause à la 11e heure du 11e mois pour exprimer notre reconnaissance envers ceux et celles qui ont servi la cause de la paix et pour honorer leur mémoire. Ils étaient jeunes comme nous. Ils ont servi, donnant généreusement d'eux-mêmes. Nous leur promettons, en début du temps qui passe, de porter le flambeau et de ne jamais oublier.
Nous nous souviendrons d'eux. La maison Plamondon à Saint-Raymond a été construite par Joseph Bureau, arpenteur et explorateur, après l'immense brasier qui a détruit le village en 1907. Augustine Plamondon, professeur de piano et organiste à l'Église, l'a occupée jusqu'en 2009. Après le décès d'Augustine, le parolier Luc Plamondon, né à Saint-Raymond, fait l'acquisition de la maison et l'offre à la communauté raymondoise pour en faire un lieu de mémoire, d'échange, de culture et de formation artistique. Mais qui est Joseph Bureau? Le journaliste au quotidien Le Soleil à la retraite, Robert Fleury, vient de passer plus de 2 ans à mieux connaître ce Raymondois qui aurait été l'explorateur officiel du curé Labelle. Robert Fleury présentera une conférence gratuite ce dimanche 18 novembre à 14h au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Écoutons une entrevue que Robert Fleury nous a accordée dans la Maison Plamondon mardi de cette semaine. Robert Fleury, salut. Bonjour, Michel. Robert, le journalisme ne sort jamais de Robert Fleury. Tu es en écriture et en recherche depuis toujours. En fait, tout d'abord, Joseph Bureau, pourquoi justement cette recherche? En fait, lors de l'inauguration de la Maison Plamondon, j'étais un des bénévoles comme beaucoup d'autres. Et à un moment donné, Normand Genois et Louise Plamondon sont retournés vers moi et m'ont dit on chercherait un historien pour écrire une espèce de biographie de Joseph Bureau. J'ai dit oui, mais je ne suis pas historien. Non, mais d'un journaliste, ça ferait peut-être pareil. Alors, je me suis dit, j'étais en plein déménagement à ce moment-là. J'ai dit, écoutez, à l'automne, l'hiver, là, je m'y mets, je vais regarder. Puis j'ai, à partir des documents que Louise, vous savez que Louise Plamondon est l'arrière-petite-fille de Joseph Bureau. Il y en a sûrement d'autres aussi dans la région. Mm-hmm. Et donc, elle avait des documents, comme on voit juste en arrière de nous, là, des trucs comme ça. Et c'est à partir de là, tout simplement, que j'ai commencé ma recherche. Oui. Et tu t'es spécialisé dans... En fait, tu as fait le lien entre le curé Labelle et Joseph Bureau? Oui, dans les recherches, il y avait d'autres auteurs. Nazaire Levasseur, dont on voit des extraits en arrière de nous. Nazaire Levasseur, qui incidemment est le père de Irma Levasseur, la fameuse femme canadienne, médecin canadienne-française qui avait fondé les hôpitaux Sainte-Justine et Enfant Jésus. Donc, Nazaire Levasseur avait écrit en 1909 une espèce de grande histoire sur... Ce mercredi matin, à l'école secondaire Saint-Raymond, on a procédé au lancement officiel de la nouvelle fondation de l'école secondaire Louis Jobin. Une fondation du genre permet de recevoir des dons de particuliers ou de corporations qui souhaitent aider l'établissement à développer des projets enrichissants et accessibles aux élèves par le biais d'activités ou programmes de tout genre. Et bien sûr, en étroite collaboration avec la direction et le personnel de l'école. Un conseil d'administration de 11 personnes bien connues dans la communauté a été créé et présidé par le juriste, homme d'affaires, ex-conseiller à la ville de Saint-Raymond et initiateur du projet, Guillaume Jobin. Guillaume nous parle de ses motivations. Je m'étais posé la question pourquoi on n'avait pas encore ça à Saint-Raymond, alors qu'on sait très bien que les gens qui ont passé par l'école, tout le monde est fier, reviennent faire leur tour. Il y a plusieurs gens qui se demandent aussi comment on pouvait faire pour aider l'école, parce que veut pas dans une communauté,
Avoir une école, c'est primordial. Puis même quand je parle en tant que père de 3 jeunes enfants, c'est une question qu'on se pose. Hein? On dit un jour, l'éducation, c'est vraiment important. Parce que pour moi, c'est quelque chose à quoi je crois. L'école secondaire, je sais que ça va s'en venir à grands pas. Donc, ça faisait un peu partie des idées, de pourquoi l'idée de la fondation m'est venue, puis que j'ai lancé aux gens de l'école. Les dirigeants de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, la CBJC et la municipalité de Cap-Santé ont annoncé cette semaine la réalisation d'un projet de conservation volontaire des milieux humides sur des terres privées à Cap-Santé. En fait, l'idée était de sensibiliser le plus de propriétaires forestiers possible qui se trouvent près de la source d'eau potable de la municipalité de Cap-Santé à l'importance de conserver les milieux humides de leur territoire. Naturellement, les milieux humides sont équipés pour purifier et filtrer les eaux de surface ou brutes et garantissent ainsi la recharge d'eau de qualité à la source d'alimentation des citoyens de la municipalité. Une technicienne en biotechnologie et biologiste, Myriam Trottier-Paquette, a été mandatée l'été dernier pour convaincre une vingtaine de propriétaires ciblés de la laisser dresser un portrait caractérisé et cartographié des milieux humides de leur propriété. 19 propriétaires sur les 20, correspondant à quelques 36 lots boisés distincts, 170 hectares, ont accepté le projet qui leur permet de mieux connaître la biodiversité et l'impact de cette infrastructure naturelle. Ce jeudi matin, à la marina du quai de Portneuf, on a dévoilé la programmation du premier festival de la banquise qui se tiendra du vendredi 18 au dimanche 20 janvier 2019 dans le cadre de la 16e course de la banquise Portneuf et où plus d'une cinquantaine d'équipes de canotiers traverseront le fleuve le samedi matin. La programmation du Festival de la banquise a été conçue autour du savoir-faire du canot à glace, un patrimoine unique au Québec. Des activités se tiendront au quai de Portneuf, dans le chapiteau chauffé, au carrefour municipal de Portneuf et à la bibliothèque La Découverte. Le vendredi 18 janvier se tiendra le lancement d'une exposition de photos coulées dans des blocs de glace sous le chapiteau chauffé au quai, de même qu'un conte sur la chasse-galerie pour les enfants de 3 à 12 ans par le conteur Pierre Leclerc à la bibliothèque. Le samedi, entre 9h et 15h, sur le quai, 3 sculpteurs sur glace réaliseront une œuvre en direct. L'artiste multidisciplinaire de Saint-Léonard, Mathieu Fecteau, réalisera une murale sur glace et une fresque hivernale collaborative sera créée sous le thème de la banquise. Le départ simultané des quelques 250 canotiers divisés en 4 classes est prévu à 10h le samedi. Il s'agira encore cette année de la première des 7 courses du circuit québécois de canot à glace. D'ailleurs, dans la programmation du festival, on retrouve le samedi une démonstration de chalouperie traditionnelle et la petite course de la banquise suite à un atelier de fabrication. À Saint-Marc-des-Carrières, le vendredi soir dernier, 30 novembre, on a profité de la soirée annuelle de reconnaissance des bénévoles et d'employés municipaux pour inaugurer la salle de spectacle du Centre communautaire et culturel nouvellement rénové et équipé. La municipalité a décidé de donner le nom de Claudia Hébachère à la salle de spectacle en l'honneur de Claudia, qui a vécu son enfance à Saint-Marc-des-Carrières et qui est reconnue dans le monde des médias comme animatrice et productrice depuis plusieurs années. Claudia Hébachère co-anime l'émission de loterie populaire à TVA, La Poule aux œufs d'or, depuis 2006 et anime à la radio 100,1 rythme FM à Trois-Rivières. En plus de ses talents de communicatrice, elle pratique le bénévolat depuis plus de 35 ans, initié par ses parents. Sa mère était impliquée dans le cercle des fermières et son père était pharmacien à Saint-Marc. Écoutons une anecdote. Papa était le pharmacien du village. Maman avait 4 enfants. Elle faisait partie du club des fermières. Mes 2 parents faisaient du bénévolat dans leur grande ville de Saint-Marc-des-Carrières. J'ai appris par mes parents à faire du bénévolat. J'étais honte de même.
J'ai vu mon père déchirer des factures de médicaments pour enfants parce que les mamans arrivaient pour payer les médicaments du mois. Puis une semaine avant Noël, les mamans arrivaient pour payer ce qu'ils devaient à la pharmacie. Et mon papa, je l'ai vu déchirer des factures, laisser tomber dans la poubelle en souhaitant de joyeuses fêtes à la mère de famille. Puis il y en avait 4, 5, 6 qui la suivaient. J'ai vu mon père faire ça. Et aujourd'hui, je sais pourquoi il l'a fait. Puis quand j'ai compris ça, je me suis dit, moi aussi. La ville de Donnacona peut aller de l'avant avec son projet de construire un complexe aquatique adjacent à l'aréna suite à l'ouverture du registre ce lundi 10 décembre. 295 citoyens ont signé le registre alors que 569 signatures étaient nécessaires pour bloquer le nouveau règlement d'emprunt et obliger la municipalité à tenir un scrutin référendaire. Le règlement d'emprunt de 8 759 500 $ sur une période de 30 ans, qui a été présenté le mardi soir 27 novembre dernier en Assemblée publique, a donc été approuvé par les personnes habiles à voter et a été transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour approbation. Alors, tel qu'il a été adopté hier par résolution par le conseil d'administration, la Régie régionale est fière de vous annoncer ce matin qu'elle a procédé à l'acquisition de l'ensemble des équipements utiles ici sur le site de Neuville concernant, je vous dirais, l'écocentre de Neuville. Ça fait suite à plusieurs semaines de négociations avec Gaudreau Environnement. Peut-être juste pour faire un petit peu un rappel historique, il y a déjà près de 10 ans, un partenariat, un PPP, public-privé, avait été entériné entre la Régie régionale et Gaudreau Environnement afin qu'on puisse déployer un premier écocentre qui était ici au site d'enfouissement à Neuville. Par la suite, la Régie régionale, par l'entremise des membres du conseil d'administration, ont déployé des différents écocentres sur l'ensemble de notre territoire. On parle notamment à Saint-Raymond, Saint-Alban, Rivière-à-Pierre et Saint-Tubal. Donc, il y en a eu plusieurs. Et prochainement, l'année prochaine, à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Et je vous dirais que suite à des incidents hors du contrôle de Gaudreau Environnement, l'année passée, notamment le décès de l'un, évidemment, de leur actionnaire majoritaire, Gaudreau Environnement a décidé de recentrer son plan d'affaires.